Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la Golden Leçon numéro 4. Et oui, les Golden Leçons s'enchaînent, et on va tout de suite attaquer avec ce numéro 4. Et ça va parler d'un sujet assez intéressant, qui est pas mal réputé et expliqué dans les TCG. Mais c'est tout simplement la notion de match-up. Et donc là, on va dans cette vidéo apprendre comment bien aborder et comment s'adapter en fonction du match-up, donc c'est-à-dire en fonction du deck adverse. Donc un match-up, c'est votre deck X contre un deck Y, et si votre deck X affronte un deck Z, et ben ça va peut-être changer votre façon de jouer entre l'adversaire qui joue un deck Y et l'adversaire qui joue un deck Z. Donc c'est là où on va essayer d'aller pas mal en profondeur et un peu améliorer tout ce qu'on peut faire lorsqu'on connaît et qu'on a un match-up en face de nous. Donc tout d'abord, évidemment, ça c'est quelque chose que je vais pas pouvoir faire pour tout le monde, mais et pour tout en fait, mais concrètement, plus vous connaissez de choses sur le jeu, mieux vous allez pouvoir aborder des match-ups. Donc pour ça, il va falloir que vous étudiez les decks adverses, donc que vous utilisiez le plus possible de sources externes, donc que ce soit juste jouer avec vos amis qui possèdent les decks, les jouer vous-même, les jouer ou les affronter sur Untap, donc en ligne ou en remote duel en caméra sur Discord, ou alors ça peut aussi être évidemment regarder des vidéos de youtubeurs qui font des analyses de decks et qui vous présentent des decklists, etc. Donc là pour le moment, moi je suis pas le gars qui va vous aider le plus, mais donc il y en a beaucoup sur le net, hein. Vous verrez, hein, il y a plein de youtubeurs anglais comme FR qui vous font plein de decks, et ça peut être super cool. Alors nous en tout cas, un des trucs super importants, c'est lorsque vous avez ces ressources et que vous étudiez un deck, il va falloir que vous releviez comment fonctionne la stratégie du deck adverse. Donc en fonction de sa mécanique, quelle carte va être importante. Est-ce que par exemple le deck a besoin d'une carte spécifiquement en début de partie pour pouvoir commencer à bien jouer. En général, il y a un unisson actuellement dans les decks qui fait qu'une fois que vous posez votre unisson, et vous allez peut-être pouvoir vous éveiller, ou alors vous avez beaucoup de cartes qui se débloquent avec votre unisson, et juste votre unisson est un peu la pierre centrale du deck. Et donc ça peut être important de comprendre que ok, son unisson c'est la clé, est-ce que j'ai des cartes pour contrer les unissons, etc., etc. Donc une fois que vous avez compris ça, vous allez aussi pouvoir, là quand je dis tester les limites et voir les limites de chaque deck, en fait c'est voir un peu c'est quoi sa spécialité, et réfléchir un peu à ce qui peut être bon contre lui. Typiquement, si vous êtes un deck qui fait que 2 grosses attaques, si vous affrontez un deck bleu, et vous savez qu'il y a de fortes chances qu'il va utiliser 2 contres, et donc vos grosses attaques à peut-être 30 000 triples ou 35 000 doubles se fassent juste annuler, et donc c'est un peu bête. Par contre, contre un deck peut-être noir par exemple, noir va avoir plus tendance à utiliser ses énergies agressivement et à garder peut-être qu'une seule pour un contre. Et donc du coup, il y a moins de chances que un certain deck utilise beaucoup de contres, et donc que votre stratégie avec 2 grosses attaques soit plus efficace. A l'inverse, si vous êtes un deck peut-être qui veut savoir, ok, par exemple, et je joue jaune, est-ce que je veux jouer Kintomoon dans mon deck? Est-ce que le deck adverse il fait 6-7 attaques, ou est-ce qu'il en fait 3-4? Évidemment, s'il en fait 6-7, Kintomoon deviendra intéressant. S'il en fait que 3-4 dont l'unisson, là tout de suite Kinto ça devient moins bien. Et donc c'est un peu à ça que vous devez voir. Et aussi lorsque vous serez en jeu, ça va pas mal apporter, c'est à dire que si vous savez que le deck adverse fait 1 ou 2 contre, et peut-être que vous allez vous dire ok, là on a utilisé un déjà, il y en a peut-être un deuxième mais c'est même pas sûr, et est-ce que moi je n'utiliserai pas mes énergies agressivement pour faire une 3ème, 4ème, 5ème attaque. Et du coup vous savez que si le deck en face joue peu de contre, et au moins vous allez forcer plus de cartes en main avec de la puissance de combo pour qu'il se défende ses points de vie, ou alors vous savez que vous allez pouvoir infliger de gros dégâts. Et donc c'est là où ça peut être intéressant, une fois que vous étudiez un deck, de savoir quelles sont ses limites. Est-ce qu'il va avoir beaucoup de contre, est-ce qu'il va avoir beaucoup de mains, est-ce qu'il aime bien se faire attaquer, du coup descendre en dégâts pour s'élever plus vite, etc., etc. Donc c'est un peu à ça qu'il faudra regarder. Et donc ensuite, au niveau de la connaissance, vous saurez un peu quelles sont les cartes clés des decks.
Et ensuite, imaginons que vous êtes contre un deck que vous n'avez pas étudié, car il n'est pas tier 1 ou tier 1.5 ou tier 2, allez. Et bah, vous pourrez juste, en ayant appris les autres decks méta, donc un peu quelles sont les cartes qui globalement sont fortes et qui peuvent être jouées partout, et bah vous pouvez deviner un peu la stratégie du deck adverse. Alors là, je vais prendre un exemple un peu perché. Et donc, bah vous allez, si vous voulez, vous pourrez vous arrêter dans la vidéo et essayer de deviner avant de pouvoir continuer la vidéo. Donc d'abord je vous présente les faits et ensuite vous pouvez stopper et vous me direz pour vous quelle est la stratégie du deck. Alors, en face vous avez un leader, alors là je suis sûr que, allez, les 2 tiers d'entre vous ne savent pas qui est ce leader et ce qu'il fait. Donc ce leader c'est un Broly qui a crit du côté non éveillé. Et lorsqu'il est éveillé, donc lorsque cette carte attaque piocher 1, ok, il est rouge. Et en activation combat, c'est important, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte de votre main et la mettre en dispersion. Et vous choisissez une carte de combat adverse qui a 10 000 de puissance ou moins et vous la mettez KO. Voilà. Donc là, vous avez ce leader en face. Et tour 1, il vous pose en énergie un petit attaque du loup Wolfang Fist. Et bah là, vous pouvez poser la vidéo et me dire, pour vous, c'est quoi la stratégie du deck adverse. Voilà, à peu près. Est-ce que c'est un deck aggro? Est-ce que c'est un deck mid-range? Est-ce que, voilà, juste, est-ce que c'est hard control? Voilà, vous posez et faites votre choix. Et limite, pensez un peu aux cartes qu'il peut jouer autres et qu'est-ce qu'il y a dans son deck en fait. Ok, c'est bon. Tout le monde a fait pause. Tout le monde sait est-ce qu'à peu près a fait son guess. Ok. Et bah, là en analysant juste ces 2 cartes, on voit que il a de la réduction de puissance avec le Wolfang Fist. On voit que le leader, en activation combat, donc par exemple vous convotez toute votre main sur une attaque, il va pouvoir défausser une carte et mettre KO la carte attaquante si son attaque est assez réduite. Et donc Wolfang Fist, ça montre que ça va réduire les attaques, la puissance de la carte, donc on peut se dire ok, il y a Wolfang Fist a besoin d'un unisson, ok, il joue un unisson. Ok, il profite beaucoup des réductions de puissance et pour profiter de son effet leader qui ensuite va mettre KO la carte et pas juste la réduire. Parce que parfois ça peut être compliqué de réduire à 0 une carte. Peut-être que vous allez réussir vous allez passer un attaquant de 25 à 10 grâce à Wolfang Fist et derrière bam, effet leader et vous le tuez. Donc ça peut être super cool. Donc du coup, on peut par exemple en déduire que l'adversaire il va vouloir un unisson. Et un unisson qui réduit la puissance, on pense directement à Jiren unisson à 3, donc qui est en auto une fois par tour, que lorsque l'adversaire va jouer une carte de combat, vous allez réduire la puissance, donc peut-être qu'un 20 000 va passer à 10 000, comme un Bardock Warcry, etc. Et donc s'il attaque, vous allez juste pouvoir défausser un et détruire le Warcry. Et en plus, vous avez un -3 qui met moins 25 000 en ignorant barrière. Donc typiquement, ça peut tuer une SR. L'adversaire joue sa SR et fait Jiren -10 lorsqu'on part son auto. Activation combat, Jiren, je mets -3, je mets moins 25 000 et ensuite effet leader, je défausse 1 et bam, je te tue ton 5000 de puissance. Ça pourrait être une SCRK, hein, ça. C'est très con, mais une SRK qui prend -10 et -25, elle est à 5000. Vous la tuez et derrière elle peut pas payer 1 vu que vous l'avez tué pour tout raser. Donc ça peut être intéressant. Et donc du coup, vous vous dites, ok, il va peut-être jouer des cartes un peu plus lentes parce qu'il doit survivre jusqu'au tour 3. S'il paye 3 pour poser son Jiren, il va être full tap, donc il va vouloir un peu protéger ses points de vie, il va vouloir être un peu plus défensif. Et donc pour moi, typiquement, quelqu'un qui fait ça, il jouera quasiment pas aggro, ou en tout cas pas full aggro. Et donc, au fur et à mesure de la partie, vous pourrez vous dire, ok, il va être un peu plus lent, donc peut-être que je peux l'agresser rapidement avant qu'il pose son unisson et qu'il me réduise la puissance pour ensuite tuer toutes mes cartes. Et donc ça voilà, c'est très con, mais si vous connaissez et que vous êtes un peu un bon builder, vous réfléchissez à vous, en voyant ces 2 cartes là ensemble, qu'est-ce que vous auriez buildé, et après de fil en aiguille vous allez comprendre ce que le mec joue. Alors ensuite, il y a évidemment plusieurs manières d'aborder un match-up, même si on a déjà cité, mais pas de façon très construite. Alors, la première c'est un peu identifier qu'est-ce qui va vous faire gagner. Ça peut être tout simplement gagner à la défense. C'est-à-dire l'adversaire il joue aggro et vous jouez mid-range ou contrôle. Et c'est con, mais si vous êtes un deck mid-range et que le mec joue un deck aggro, vous allez gagner en
en faisant durer la partie, en ne prenant pas de PV si vous avez un leader qui peut se prendre des PV. Vous allez juste vous défendre, garder plus d'énergie en mode action pour vous défendre pendant le tour adverse que d'habitude, si vos decks contiennent des contres évidemment. Et voilà, vous allez juste quasiment jamais comboter agressivement, vous allez vous mettre dans la position du défenseur. Et vous savez que l'adversaire est un deck aggro, vous midrange, donc vous allez être le défenseur dans cette partie. La condition de victoire, évidemment, elle peut changer. Et aussi, il va falloir être un peu nuancé. Donc là, c'est simple. Si vous avez, imaginons un deck midrange, donc au milieu, hein, un deck qui fait un peu tout, un deck au milieu, vous rencontrez un deck aggro, bah, vous êtes le défenseur, le deck aggro, l'agresseur. Ça paraît logique. Maintenant, si vous êtes toujours le deck midrange, mais que vous affrontez un deck contrôle plutôt lent, bah, c'est l'inverse. Vous allez être l'agresseur et le deck contrôle, bah, le défenseur. Ça vous paraît logique pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un deck aggro contre un deck aggro? Et bah là, c'est à vous de déterminer celui qui peut-être fait le plus de value ou celui qui est vraiment le. Même si les deux sont agressifs, il va falloir un peu évaluer lequel est le plus agressif des deux. Et du coup, vous mettre pas dans la position du défenseur, mais quand même garder en tête que vous pouvez juste attendre le bon moment, et vous, en attendant, vous pourrez peut-être trouver une meilleure fenêtre plutôt que d'y aller dès que vous avez la possibilité. Juste, vous attendez le bon moment, et là, bam, vous sortez l'agressivité de votre deck, et peut-être que vous allez prendre à... ouais, j'ai pas le mot, mais à contre-pied. Voilà. Alors, quand je dis identifier la condition de victoire, il y a certaines cartes qui font partie de votre condition de victoire. C'est-à-dire que je pense par exemple face à Vert, et bah, si vous sortez un fou entouré de mystère, fou shrouded in mysteries, donc l'espace-temps 10 pour 6 énergies qui empêche d'activer tous les effets sauf le leader, bah Vert il n'a pas vraiment de contre mise en jeu face à ça, et derrière il faut juste vous attaquer avec tout ce que vous avez, l'adversaire ne peut pas contrer, ne peut pas bloquer, ne peut activer aucun effet, et bam, il est pris dans un cul-de-sac et vous pouvez terminer la game très facilement là-dessus. Parfois c'est pas juste une carte, parfois ça va être une combinaison de cartes. Et donc, bah, par exemple, moi ça m'est arrivé pas plus loin qu'hier. Et bah, j'ai fait un tournoi, j'étais en game miroir, donc Gwan Icarus bleu-jaune contre Gwan Icarus bleu-jaune. Et bah, je savais que ma combinaison de victoire, et d'ailleurs lui il l'a très bien identifié, il l'a mise en place et il l'a mis en place avant moi. Et bah, c'était Final Flash sur le Bojack, plus full tap l'adversaire avec Bergamo. Donc l'adversaire n'aura plus d'énergie et n'aura plus l'Aegis de Bojack. Et donc derrière, bah, Gwan Icarus a beaucoup d'extra d'Ika, beaucoup d'unisson, ouais, d'extra et de combo d'Ika. Et donc derrière, bah, moi si je fais full tap et que j'ai pas l'Aegis de mon Bojack, et bah, juste je vais mourir très facilement parce que ma main sera difficilement utilisable. Et donc ça c'est important. Alors évidemment, quand vous savez qu'une carte est peut-être vraiment la seule façon de gagner contre un certain deck, et bah vous allez peut-être au mulligan, quand vous avez 6 cartes, renvoyer les 6 jusqu'à avoir la carte que vous avez désirée. Typiquement, encore une fois, je prends un exemple de jaune contre vert, mais ce petit Goku là bien casse-couille qui a déflexion et barrière, et bah vert il peut pas le gérer en général, donc parce que eh bien, en fait, toutes ces extras vont coûter 1 de plus, et donc Blair il aime bien utiliser ses énergies agressivement, et ensuite, pendant vos tours, utiliser des extras qui coûtent 0 d'énergie. Donc on pense à potentiel latent dormant, ou alors homicidal clone qui est les contre EB1 qui pique PV et qui se joue pour un PV, et qui joue un autre bloqueur derrière. Donc voilà, genre juste le Goku il emmerde totalement Vert, parce que du coup Vert a pas tant d'énergie que ça. Et du coup, vous lui forcez à en payer et juste pour se défendre. Et c'est horrible en fait. Juste ce Goku, vous savez qu'il a barrière air et déflect. Donc le CP Freezer va pas vous emmerder. Donc ça peut être la carte que vous devez chercher au mulligan. Typiquement pour l'exemple précédent où j'avais cité peut-être 2-3 cartes qui allaient ensemble pour vous mener à la victoire, vous n'êtes peut-être pas obligé de chercher les 3 cartes obligatoirement. N'oubliez pas que certains decks ont besoin, comme je l'ai cité précédemment, un unisson peut-être pour commencer à installer votre engine, votre mécanique. Donc peut-être que si vous avez une des 3 cartes qui vous font gagner mais pas l'unisson, peut-être que vous allez quand même renvoyer une de ces cartes pour avoir l'unisson.
ou alors si vous avez et cette carte là et une main à côté à peu près jouable mais pas totalement, genre une ou deux bonnes cartes et les 3 autres dead, bon bah vous allez peut-être garder la carte importante, les 2 cartes qui font tourner vos decks et les 3 autres vous allez pouvoir leur envoyer. Donc n'hésitez pas quand même à mulliganer de façon agressive. Et typiquement, je recite un exemple, hein, mais ça c'est cadeau. Imaginons vous jouez un deck contrôle genre Soul Striker mono bleu. Vous affrontez à un deck Janemba Meule. Et bah vous savez que vous allez prendre vos 6 premières cartes en main. Vous avez votre unisson à 3, mais vous n'avez pas Full Shrouded. Bah, vous allez juste renvoyer les 6. Tant pis pour l'unisson. Vous allez juste renvoyer les 6 parce que vous ne voulez pas que votre Full Shrouded se fasse meuler. Vous savez que votre Full Shrouded il va passer crème parce que Janemba ne peut pas jouer Ghost Sealing Trunks. À la rigueur, il peut jouer Poison de Frost, mais bon, ça peut être aussi compliqué de mettre en place ce setup. Et donc, vous savez que juste que Full Shrouded, c'est limite la seule façon de gagner. Alors, c'est pas la seule, mais c'est une des meilleures façons de gagner contre Janemba Meule. Et donc, vous allez juste renvoyer les 6. Voilà. Alors, j'espère que vous avez à peu près compris, même si j'essaie de structurer là l'écrit, mais à l'oral, je suis un peu parti en live, mais j'essaie de vous donner pas mal d'exemples pour affiner votre jeu. Alors là, il y a pas mal de travail en amont, donc pour tout ce qui est étude de deck, etc. Mais comme j'ai cité là dans la deuxième partie, il faut aussi vous adapter en plein match. Et donc voir un peu comment l'adversaire joue, et donc vous adapter en ok, l'adversaire il joue un deck agressif, mais il le joue un peu plus lentement. Typiquement, on reprend la notion de vous avez un deck aggro et l'adversaire a un deck aggro aussi. Bah, si vous voyez que l'adversaire est peut-être moins aggro que d'habitude, genre vous attendiez qu'il soit un peu plus agressif avec ce type de deck, peut-être que sa stratégie c'est d'être le défenseur et lui de vous laisser vous agresser jusqu'à ce que vous vous épuisez et vous perdiez face à la façon de jouer qu'il a. C'est-à-dire que lui il va un peu se barricader, même si c'est un deck aggro, donc peut-être moins taper votre PV, moins utiliser de cartes pour comboter offensivement, alors que normalement son deck est fait pour comboter offensivement et taper dans les PV. Et peut-être que lui juste son but c'est que vous je vais sortir une ref de Fast and Furious, mais il attend peut-être juste que vous utilisiez votre petite boost de nitro en premier et après bam, lui il l'active après et il vous dépasse à la toute fin et vous allez perdre à la fin. Voilà. Bon voilà, fin de la citation Fast and Furious, c'était pour moi, mais ça m'y a fait penser. Donc voilà, il va aussi falloir vous adapter en plein match et donc voilà. Bon, pour la partie de cet épisode, pour les explications, c'est terminé. Mais je tiens à faire une petite aparté qui est tout simplement encore sur ce qui se passe dans le jeu organisé Dragon Ball. Et bah, en fait, en ce moment, on a pas mal de régions, donc que ce soit physique ou online remote, donc pour des qualifications au championnat de France 2021, même si on n'a pas pour l'instant plus d'infos que ça sur le championnat de France, et bien. On ne sait pas encore s'il va être physique, s'il va être online, s'il va être maintenu, on n'en sait rien, mais à mon avis, il nous prépare quelque chose. Je veux dire, c'est pas pour rien que les invitations de 2020 sont reportées au championnat de France de 2021. Donc, il nous prépare un joli événement de derrière les fagots, à mon avis. Et donc, pour ça, voilà, il y a plein de boutiques qui organisent des régions. Enfin, par exemple, je sais qu'il y en a une à Dijon ce week-end. Et en tout cas, moi, de mon côté, je sais qu'il y a un régional remote organisé par Ultra Jeux dimanche, là, juste demain en fait. Et donc, il va y avoir 128 joueurs et ça va être super cool. Ils vont se battre, il y a des lots super. On verra l'organisation, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, sur les réseaux, il y a eu de la communication, c'était cool. Et l'événement sera retransmis sur Twitch par la team Golden Heart. Et ça va vous permettre à vous, si vous étiez occupé ce week-end, vous deviez, je sais pas moi, vous occuper de vos enfants ou c'était trop lent pour les trajets, vous pouvez pas vous libérer toute la journée pour un gros tournoi remote pour y participer, etc. Et vous allez pouvoir suivre un peu le déroulé d'un tournoi si vous voulez avoir des échantillons de games compétitives à analyser pour justement étudier des decks dans le format et pouvoir mieux gérer certains match-ups, en apprendre sur les match-ups. Et c'est un excellent moyen. Donc merci à la Golden Heart, merci à Ultra Jeux d'organiser ce tournoi, à la Golden Heart de streamer l'événement. Et moi d'ailleurs, normalement, je vais leur prêter main forte, peut-être pendant 2, 3, 4 rounds pour commenter ce dimanche. Et donc voilà. Je vais mettre le lien de leur Twitch en description. Et donc, voilà, venez nombreux sur le live, ça va être cool, on va pouvoir parler DBS, toujours se parler entre eux commu et ça va être super cool.
Donc voilà, cet épisode est terminé, et cet aparté également. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a un peu aidé quand même, et que vous vous adapterez mieux en fonction des match-ups, et que vous allez pouvoir techer des cartes en fonction de ces match-ups là. Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, je ne sais pas. En tout cas, des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.